Monsieur Landry Signé, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Avec très grand plaisir. Merci de m'avoir aujourd'hui. Ah oui, ça fait un grand plaisir pour nous de vous recevoir, d'autant plus que ce n'est pas évident. Vous êtes aux États-Unis et donc actuellement, nous, on est au Maroc. Donc, le fait de vous déplacer à cette heure pour nous donner des explications, faire un entretien dans ces dimensions, vraiment, on vous remercie beaucoup. Le plaisir est mien. Alors, professeur Landry Signé, vous êtes chercheur de renommée mondiale et un praticien de premier plan qui a remporté plus de 60 prix et distinctions prestigieuses provenant de 4 continents pour des réalisations universitaires, politiques, commerciales et de leadership. Vous êtes professeur et directeur principal de Thunderbird School of Global Management, Senior Fellow au Policy Center for the New South, Senior Fellow à la Brookings Institution, Distinguished Fellow à l'Université de Stanford aux États-Unis et conseiller principal auprès de grands leaders mondiaux. Vous avez été sélectionné comme Young Global Leader au Forum économique mondial et membre du Global Future Council on Agile Governance au World Forum économique mondial et du groupe d'action du même forum pour l'Afrique. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages, dont Unlocking Africa's Business Potential, Tendance, opportunités et risques et stratégies. Bon, ce qui est l'objet de notre discussion. Alors, je me limite à ça, mais si on allait lister votre CV, on va passer presque 30 minutes à parler de votre parcours, de vos ouvrages et de ce que vous avez fait. Monsieur Signé, on va commencer par une déclaration, comme vous êtes aux États-Unis, par une déclaration du général Stephen Townsend, qui est le chef du commandement militaire américain en Afrique. Alors, dans une de ces déclarations, M. Townsend avait dit que l'Afrique compte 13 des 27 économies à la croissance la plus rapide au monde, à une époque de changement climatique. Alors, il ajoute que l'Afrique possède aussi 60% des terres arables du globe. M. Townsend précise que ce seul fait devrait montrer à quel point l'Afrique est importante pour le monde. Monsieur Signé, que vous inspire la déclaration de M. Townsend? Merci pour cette opportunité de discuter avec vous et de partager ma perspective sur les économies africaines. Donc, le premier point que je veux mentionner ici, qui est relié à mon livre le plus récent, Unlocking Africa Business Potential, publié par The Brookings Institution Press, j'identifie en fait 13 principales tendances qui illustrent le potentiel phénoménal de l'Afrique pour les 10 prochaines années, donc jusqu'en 2030, et je fais également des projections jusqu'en 2050. En fait, l'Afrique représente une opportunité unique pour les Africains et pour le reste du monde, que ce soit pour les questions économiques, les questions d'affaires, mais aussi ces mêmes opportunités dont investir, saisir ces opportunités revient aussi à améliorer les conditions de vie, à créer des emplois pour les jeunes, pour les femmes, entre autres, et à atteindre les objectifs de développement durable, en plus de contribuer à faire des progrès substantiels pour l'agenda 2063 de l'Union africaine. Donc, les 13 tendances que j'identifie sont les suivantes. Donc, la première tendance, la croissance de la population africaine en 2030, on aura 1,7 milliard d'Africains et d'ici 2050, on aura 2,53 milliards d'Africains. Donc, ceci représente une opportunité unique si bien gérée. Donc, c'est très important, si bien gérée, parce que quand on parle de croissance de la population, on parle aussi d'enjeux que les leaders, aussi bien du secteur public que privé, doivent s'assurer de régler de manière optimale. Mais ce qui est intéressant ici par rapport à cette première variable est le fait que la population, à peu près plus de 50% de la population sera localisée dans
7 pays, évidemment le Nigeria, l'Éthiopie, la République démocratique du Congo, l'Égypte, le Kenya, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, par exemple. Donc, le deuxième point qui est aussi extrêmement important, c'est la croissance de la classe moyenne. Ou alors, je pourrais dire, en général, je préfère parler de pourcentage de la population avec revenus discrétionnaires parce que quand on parle de classe moyenne dans le contexte africain, une partie importante de la population reste dans une zone fragile où certains jours ou mois, elle peut être considérée comme faisant partie de la classe moyenne et d'autres pas. Mais ce qui est important ici, surtout quand on combine la classe moyenne, sa croissance, pourra atteindre à peu près 40, elle pourrait correspondre à peu près 43% de la population d'ici 2030. Et le troisième facteur est la croissance des dépenses des entreprises. Si on combine la croissance des dépenses des ménages à la croissance donc qui correspond à ceux en grande partie générés par la classe moyenne, à la dépense. Si on compare, je me reprends la croissance des dépenses des ménages aux dépenses des entreprises, donc on aura à peu près 6,7 000 milliards de dollars en termes de dépenses combinées. Donc, c'est un facteur très important. Donc, le potentiel est énorme. En ce qui concerne la consommation des ménages, les secteurs les plus larges incluent évidemment le secteur alimentaire, des boissons, mais on a aussi les dépenses liées à la santé, aux biens de consommation et aussi au logement, entre autres. Et en ce qui concerne les dépenses des entreprises, on a par exemple l'agriculture, le secteur agro-industriel en général, mais où le Maroc est l'un des leaders quand on parle de la production des engrais, par exemple. Mais on a aussi d'autres secteurs qui inclut le secteur manufacturier, la construction, entre autres. Dans ces trois premiers facteurs, la croissance rapide de la population, la croissance de la classe moyenne et de la consommation des ménages et la croissance des dépenses aussi des entreprises, sont parmi, ces trois facteurs sont parmi les plus importants qui expliquent la nouvelle énergie que les économies africaines démontrent au niveau global. Mais laissez-moi dire que j'ai parlé de 13 variables, dont la quatrième variable est l'urbanisation rapide. Si on compare, par exemple, en 2015, l'Afrique avait à peu près 6 villes de plus de 5 millions d'habitants et ça va passer à 17 villes de plus de 5 millions d'habitants d'ici 2030. Parallèle, de la même manière, il y avait 3 villes de plus de 10 millions d'habitants en 2015. On va passer à 5 villes de plus de 10 millions d'habitants d'ici 2030. Donc, maintenant, les villes sont des moteurs de développement économique. Mais aussi des centres d'affaires clés. Plusieurs entreprises multinationales, par exemple, vont avoir une stratégie basée sur les villes et pas seulement une stratégie pays. La cinquième variable est l'industrialisation de l'Afrique. Quand on parle en général d'industrialisation en Afrique, plusieurs personnes sont sceptiques parce qu'elles pensent au secteur manufacturier traditionnel. Et plusieurs vont parler de déindustrialisation quand ils vont parler du secteur manufacturier traditionnel. Cependant, si on regarde ce qu'on appelle les industries sans cheminée, Industries Without Smokestacks à Brookings, la croissance dans ce secteur est très respectable, pour ne pas dire phénoménale. Par exemple, entre 2000
entre 1998 et 2015, les exportations reliées aux services et reliées aux industries without smokestacks, dont aux industries sans fumée, ces exportations ont été 6 fois supérieures à celles des exportations dans le secteur traditionnel. Et quand je parle donc d'industries sans fumée, cela inclut par exemple l'horticulture, le tourisme, le secteur lié aux technologies de l'information et des télécommunications, entre autres, ces secteurs-là ont des caractéristiques semblables au secteur manufacturier traditionnel. Donc, l'une des caractéristiques, c'est l'exportabilité, dont des biens sont exportables. Une autre caractéristique, c'est la productivité, donc ce sont des secteurs relativement productifs. Et un troisième facteur, c'est le fait que ces secteurs sont capables d'absorber une importante proportion de main-d'œuvre modérément qualifiée. Donc, quand on parle d'industrialisation en Afrique, il est important de ne pas seulement penser au secteur manufacturier traditionnel, mais aussi à ce qu'on appelle à Brookings une trajectoire alternative, une industrialisation alternative de l'Afrique. Et la question n'est pas de dire qu'il faudrait l'une des stratégies plutôt que l'autre, mais qu'il faudrait une stratégie complète qui prenne en considération les deux modèles d'industrialisation. Donc, le 16e facteur est l'effort pour s'assurer de développer les infrastructures sur le continent. Il y a eu un progrès substantiel dans la dernière décennie, ou plus ou moins les 2 dernières décennies comparées à avant. Par exemple, en moyenne, l'Afrique mobilise à peu près 80 milliards de dollars par année, même si c'est encore insuffisant comparé aux 130 à 180 milliards de dollars nécessaires pour s'assurer de subvenir aux besoins du continent en termes d'infrastructures. Mais il est important de noter qu'il y a eu un progrès substantiel comparé aux périodes d'avant. Donc, la 7e variable est vraiment l'innovation, notamment dans le secteur agricole, dans le secteur des ressources naturelles, entre autres. L'Afrique, évidemment, a à peu près 60% des terres arables non cultivées. Or, plusieurs pays africains font encore face à la famine. Donc, il y a une contradiction là. Donc cette innovation croissante qu'on a au niveau du continent est extrêmement importante. La 8e variable est la digitalisation et la 4e révolution industrielle. Donc, l'Afrique connaît une croissance ou a adopté la 4e révolution industrielle à une vitesse plus rapide que plusieurs auraient imaginé. Par exemple, dans les années 90, New York, la ville de New York avait plus d'abonnés téléphoniques à la téléphonie mobile, particulièrement, que le continent. Or, maintenant, le continent va dépasser les plus de 700 millions d'abonnés. Évidemment, il y a plusieurs données. Les données peuvent varier de certaines sources à d'autres. Mais il y a eu une croissance phénoménale dans ce cadre. Et d'autres éléments qui sont importants, ce n'est pas seulement en ce qui concerne la téléphonie mobile. On a des innovations qui sont reliées, par exemple, les monnaies digitales, entre autres, mais aussi l'adoption d'innovations telles que les drones dans le cadre du Rwanda, où les drones vont être utilisés pour livrer des médicaments, pour livrer du sang, entre autres, et d'autres innovations pour favoriser la santé
des enfants, des jeunes mères, on a le cardiopathe, par exemple, aussi pour la santé cardiaque, avec des consultations à distance et plusieurs des solutions qui ont aussi été adoptées durant la pandémie pour s'assurer de rapprocher les patients des médecins. Maintenant, le neuvième facteur est la stabilité croissante. Évidemment, il y a toujours des enjeux dans différents pays, mais comparé aux années 80 ou 90, le continent a définitivement une stabilité qui s'est améliorée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des épisodes de conflit ici et là. Et de manière générale, même les Africains eux-mêmes, d'après des données qui ont été recueillies par Afrobaromètre, de manière générale, les Africains souhaitent avoir une gouvernance responsable et la préfèrent même parfois à l'efficacité. Donc, ça, ce sont des facteurs très importants que plusieurs n'auraient pas pu imaginer il y a 2 décennies de cela. Le 10e facteur est l'amélioration du climat d'affaires, que ce soit dans des pays les plus démocratiques ou ceux qui le sont un peu moins. Et l'amélioration du climat d'affaires est vraiment important dans le sens où lorsque les données de la Banque mondiale étaient encore publiées de manière régulière, dans les dernières années, à peu près 50% des pays qui ont connu la meilleure amélioration du Ease of Doing Business Report étaient des pays africains. Donc, ça, c'est un facteur important. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu. Il y a de très nombreuses barrières toujours sur le continent, incluant liées aux frontières, liées aux infrastructures, entre autres, à la fiscalité. Mais néanmoins, le continent s'est amélioré de manière substantielle comparé au passé. Le 11e élément est l'accélération de l'intégration régionale, notamment avec l'adoption de la zone de libre-échange continentale, donc le CFTA, AFCFTA en anglais. Je pense qu'en français, les gens doivent sûrement utiliser la ZLEC. Donc, il est important de noter que la zone de libre-échange africaine a été adoptée, dont elle a été signée par les pays africains en 2018. Un nombre suffisant de pays a eu à ratifier les accords en 2019. Le lancement officiel était supposé se faire en 2020, mais étant donné la pandémie, il a été repoussé pour le 1er janvier 2021. Donc, il y a eu un lancement officiel déjà. Et le potentiel vraiment de la zone de libre-échange est phénoménal. Par exemple, la Banque mondiale considère que plus de 450 milliards, qu'il y aura des gains économiques potentiels de plus de 450 milliards de dollars, en plus de la réduction de la pauvreté, donc où 30 millions de personnes vont sortir de la pauvreté, mais en plus, 68 millions d'Africains aussi vont voir, qui sont près du seuil de pauvreté, vont voir leurs revenus substantiellement augmenter. Et ça, c'est en plus de contribuer aussi à ce que j'identifie dans mon livre, aux dépenses combinées des consommateurs ou bien des ménages et des entreprises de plus de 6,7 000 milliards de dollars. Donc, on aime bien dire 6,7 trillion dollars. Et puis, juste pour finir avec les 2 derniers facteurs, donc le rôle croissant et très important de la diaspora qui joue le rôle d'ambassadeur, d'investisseur, transfert des technologies,
entre autres, avec les transferts de fonds qui parfois surpassent dans plusieurs pays l'aide au développement. Et enfin, la montée de la compétition entre les grandes puissances et les puissances émergentes, incluant la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie, le Brésil, sur le continent, qui démontre aussi l'attraction unique que le continent a. Et ceci en dépit, même si on pourrait voir un ralentissement relatif en raison de la pandémie, les tendances générales continueront durant les prochaines décennies. Alors, c'est intéressant tout ça, M. Landry, mais alors, le temps qui nous est imparti va presque finir. Je vais juste placer une question par rapport à tout ce que vous avez dit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les potentiels économiques africains peuvent aller à terme, peut-être réussir, sans qu'il y ait au préalable une question de bonne gouvernance? Alors, on sait qu'en Afrique, la question de la bonne gouvernance occupe une place centrale et que la plupart des États aujourd'hui ne sont pas friands à apporter une transparence, une gestion sobre et vertueuse. Que direz-vous en fait de ce problème de gouvernance en Afrique? Merci pour la question. Il est clair, j'aime mettre les choses en perspective. Si on pense à l'Afrique en 1980, la gouvernance, et qu'on identifie la plupart des indicateurs de gouvernance, plus de 90-95% de pays étaient plutôt dans des systèmes relativement fermés, non transparents. Maintenant, si on regarde l'Afrique en 2020, si je devrais tout simplement parler des récentes années, des différentes élections qu'on a eues dans les dernières années, une grande proportion, à peu près 50% de pays africains ont eu des élections dans lesquelles, et à peu près 50% de nouveaux présidents élus l'ont été en face, soit du président qui était en exercice ou des représentants de son parti. Donc, il est important de noter qu'il y a une amélioration et qu'il y a une amélioration en ce sens. Et je mentionnais aussi la question de l'environnement d'affaires. Mais ayant dit ceci, étant donné le potentiel phénoménal de l'Afrique, il est critique que les gouvernants, mais aussi les acteurs du secteur privé, s'investissent dans une amélioration continue de la gouvernance et du partenariat public-privé. Donc, c'est vraiment un facteur clé pour le succès de l'Afrique, aussi bien lorsqu'on parle d'améliorer encore de manière plus substantielle l'environnement d'affaires, de réduire les barrières au commerce, d'investir dans les infrastructures, de mieux former le capital humain, la jeunesse, d'investir aussi pour s'assurer d'une meilleure intégration des femmes. Dans certains pays, une meilleure intégration des femmes dans le secteur économique pourrait mener jusqu'à une amélioration de près de 50% de la richesse de ces pays. Donc, les chiffres varient d'un peu moins de 1% à peu près 50%. Donc, plusieurs de ces facteurs sont vraiment importants. L'amélioration de l'environnement fiscal, aussi la simplification de différents processus d'affaires, l'accélération de l'intégration régionale. J'ai noté la zone de libre-échange. Elle ne se fera pas d'elle-même. Pour qu'elle connaisse un succès, il faudrait que les leaders du continent soient responsables, qu'ils décident d'adopter de fournir les ressources nécessaires, mais aussi de respecter leurs engagements, entre autres. Donc, oui, je pense que le potentiel de l'Afrique est phénoménal. Je pense que tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, ont un rôle clé à jouer. Et dans le contexte de gouvernance agile, donc qu'on aime bien appeler aux États-Unis Agile Governance,
Les processus décisionnels ne sont plus exclusivement liés au domaine réservé des États, dont les acteurs du secteur privé, mais aussi de la société civile, jouent un rôle croissant dans ces processus et devraient donc collaborer, travailler entre le secteur public, privé, la société civile, pour améliorer la gouvernance des pays africains et donc contribuer aussi à l'amélioration des résultats pour le plus grand nombre. Merci beaucoup, M. Sini.